Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et c'est une émission extrêmement spéciale. En fait, je suis tombé vraiment dessus par hasard. Et je te prépare à l'avance, ça va sortir des sentiers battus. Je ne sais pas si ça va te plaire. C'est une émission avec Gad Elmaleh qui nous fait un retour de son expérience américaine. Je ne sais pas si tu es au courant, Gad Elmaleh en fait a choisi à un moment donné d'interrompre. Alors c'est pas le terme, tu vois, il a fait un choix, il a décidé de partir aux États-Unis pour recommencer sa carrière au moment où il était au sommet entre guillemets de son art. Il n'y a pas de guillemets d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça, désolé. Bref, au moment où tout allait bien pour lui, il décide de partir aux États-Unis et en fait, il fait un retour d'expérience sur ce choix pour lequel on va dire que pas mal de personnes se sont interrogées de pourquoi finalement il a osé ou il a fait cette démarche. Et je trouve la réflexion, les motivations et son retour d'expérience extrêmement intéressant. Tu sais qu'en ce moment, j'ai besoin de temps et pour mon travail, je ne vais pas m'en cacher d'ailleurs, plus pour mon travail que pour l'enregistrement du gros podcast ces dernières semaines entre les impôts et tout ce que j'ai sur le feu, je reconnais bien volontiers que j'ai du mal à tout gérer de front. Donc voilà, je suis transparent, il faut dire les choses aussi. On a des phases dans la vie où il y en a vraiment beaucoup de travail. C'est mon cas. Je me plains pas, j'aime ce que je fais, donc j'ai une chance pas possible. Mais donc, tout ça pour te dire que je cherche des émissions, je l'avoue bien volontiers, un petit peu plus courtes, où je vais avoir un petit peu moins de travail parce que j'ai l'autre podcast de l'autre côté qui me demande quand même pas mal d'efforts. Du coup, c'est vrai que là, cette émission, elle a résonné en moi pour plein d'éléments que tu vas voir tout de suite. Et j'espère que ça va te plaire parce que, en tout cas, moi personnellement, tu vas voir la matière de travail que nous avons sur le projet qu'on va écouter est relativement courte. Et pour autant, en tout cas, en ce qui me concerne, ça m'a fait énormément réfléchir. Et ce coup-ci, je t'épargne les modalités d'usage. Patrick Magnéto. À quel âge a commencé votre rêve américain ? Je pense que le rêve américain, il a commencé quand j'étais gamin et que mon père, quand il nous amenait à la plage à Casablanca, il montrait la mer comme ça et il nous disait, si tu prends un bateau et tu vas tout droit, tu peux atteindre les États-Unis. Et ça me fascinait. Tu vois, quand je te dis que tout part d'un rêve, ça en est la preuve. Et j'y crois. Je pense sincèrement que tu as besoin d'avoir un rêve, aussi stupide puisse-t-il paraître, pour pouvoir te lancer dans n'importe quelle aventure, ou même, je devrais dire, pour pouvoir te lancer dans les aventures les plus folles. Parce que plus tu choisis un chemin qui est fou, plus le chemin sera intéressant, et plus le chemin sera intéressant, moins tu te rendras compte de la folie dans laquelle tu t'es engagé, et plus en avançant, tu créeras quelque chose d'inédit, de nouveau, de taillé pour toi, qui sera à ton échelle et qui fera que tu auras la vie de tes rêves. Et tu peux y arriver. Il y a beaucoup trop de gens qui abandonnent l'enfant qu'il y a en eux. J'adore ce genre, d'ailleurs j'adore cette introduction, j'adore quand quelqu'un commence en disant « quand j'étais gamin », parce que en fait, il y a quelque chose d'hyper intéressant, en tout cas moi je crois, c'est que, et c'est ma vision des choses, et ça n'engage que moi, je pense qu'on est cette personne. Je pense que toutes les personnes qui vont faire référence à leur enfance sont fondamentalement cette même personne. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis la même personne qu'en 6e, 5e. Parce que c'est à partir de là que j'ai eu l'espèce de déclic, le moment qui a changé ma vie, le divorce de mes parents. Ça a été vraiment quelque chose d'impactant dans ma vie. Et c'est vrai que, en ce qui me concerne, la personne qui avait un rêve à ce moment-là est la même personne, en tout cas de mon impression, c'est la même personne que je suis aujourd'hui. Et quand j'entends Gad Elmaleh qui dit sur les plages à Casablanca, mon père montrait l'horizon et il disait, etc. Bon, tu as entendu ce qu'il disait. Je perçois assez facilement le lien émotionnel qu'il peut y avoir avec ce genre de souvenirs. Le lien émotionnel qui à la fois est plein de tendresse, qui à la fois est plein de nostalgie et qui à la fois résonne dans le présent dans lequel il se trouve et qui le pousse à continuer dans cette voie. Et tant que tu ne raccrocheras pas ta vie, en tout cas c'est ma croyance, à quelque chose de ce goût-là, ou toutes les personnes qui ont du mal à raccrocher leur vie à quelque chose de ce goût-là, je pense que ça va être compliqué. Et je crois, pour tout te dire,
que si tu n'as pas de rêve, parce que je peux l'entendre, il y a des gens qui me disent parfois, oui, mais moi, j'ai pas de rêve. Ben, raccroche-toi au rêve de quelqu'un, en fait. Trouve quelqu'un qui a ce genre de rêve et participe-y, en fait. De participer au rêve d'un autre, c'est pas catastrophique, surtout quand t'en as pas toi-même, en fait. Il y a des gens qui ont des rêves, il y a des gens qui n'ont pas de rêve, et c'est pas grave. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. L'essentiel, c'est de trouver une place qui nous convient. Et on a tous une place qui est différente en fonction de nos aspirations et de ce que l'on cherche et de ce que l'on aime aussi. Et puis de ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Parce que heureusement, nos vies, elles évoluent. Enfin bref, tu vois le délire. Et en tout cas, personnellement, je trouve que c'est génial. Et tu vas voir, ce qui est encore plus intéressant dans cette affaire, c'est que dans ces spectacles américains, dans sa vie professionnelle, on retrouve des liens avec cette enfance, et je suis certain que cette résonance que j'évoque, on la ressent quand on va à ce genre de spectacle, quand on est au contact de ce genre de personnes, et que ce n'est pas, je dirais, anodin que ces personnes y arrivent, parce qu'elles n'hésitent pas à utiliser une partie d'elles-mêmes pour montrer que finalement elles sont comme nous. And I've always been wondering if on the other side of the ocean there was an American father with his little son. I don't know, telling him about the Moroccan dream. Daddy, what's there? I have no idea. Et ça crée ce genre de sketch totalement excellent, parce qu'en plus quand tu as l'histoire au préalable et après que tu écoutes le sketch, c'est excellent. Parce que le mec dit, et moi je peux pas m'empêcher d'imaginer ce père américain qui dit à son fils, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le rêve marocain. Et tout le monde rigole parce que voilà, et après donc il joue le truc jusqu'au bout, il dit, et donc ça se passe comme ça. Daddy, papa, qu'est-ce qu'il y a là-bas? J'en ai aucune idée. Parce que les Américains sont assez mauvais en géographie. Et du coup, quand tu as les références, c'est énorme. Et bon, je fais la traduction français-anglais. Tu m'en veux pas pour ceux qui n'auraient pas compris au cas où. Et je trouve ça excellentissime parce que tu vois, il l'utilise. Il n'hésite pas à utiliser sa propre vie, ses propres émotions pour, quelque part, on pourrait le dire. On pourrait voir ça sous l'angle de il les tourne au ridicule, mais pas du tout. En fait, il se reconnecte à qui il était. Et du coup, alors je pense que je ne suis pas du tout un mec du développement personnel. Vous me corrigerez si je me trompe. Mais c'est ce qu'on appelle être aligné. Alors moi, je ne suis pas très fan de ces expressions parce que j'ai jamais été tordu. Donc bon, bref, c'est comme ça. Mais soyons alignés. Alors si tu veux, tu vois. Mais je comprends le truc. J'arrive à comprendre qu'en fait, moi en tout cas, ça se traduit comme ça chez moi. Et je dirais que dans des moments comme ça où on arrive à être en accord avec soi-même, on arrive à retrouver son enfant intérieur, c'est ma montre qui a tapé contre la table, quand on arrive à retrouver l'enfant et nos rêves, et voilà, enfin pour moi en tout cas c'est quelque chose d'important le rêve, tu vois, dans la vie, la part de rêve, elle a une place importante. Moi si j'avais jamais rêvé, je n'aurais jamais rien fait. Et tu vois, le rêve d'être rentier, c'était un rêve que j'avais. Ce qui me gêne dans la part de vente autour de l'activité, enfin autour du fait de devenir rentier, c'est que c'est trop édulcoré et que ça gomme l'aspect difficile du chemin en fait. Parce que le chemin du rentier, c'est un chemin qui est autant difficile que Gad Elmaleh, tu vois. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit dans les podcasts et je le dirai jamais assez. Tu veux devenir rentier, c'est comme si tu voulais devenir chanteur, acteur, c'est la même chose. Tous ceux qui se lancent dans des métiers artistiques savent que c'est extrêmement difficile. Si demain, il y a quelqu'un qui arrivait et qui disait « Hey, je vais faire une formation, tu vas regarder mes vidéos et à la fin, tu vas tourner dans un film hollywoodien », personne n'y croirait en fait, parce que les gens savent que c'est extrêmement difficile. C'est pas pour rien que beaucoup de parents, quand leurs enfants leur disent moi je veux être acteur, non mon fils, choisis une autre voie, c'est un peu compliqué, c'est un peu... bon bref, on trouve plein de raisons pour les dissuader de faire ce truc-là. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on sait la difficulté que c'est. Et rentier c'est pareil, c'est peut-être même plus dur, parce que en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a des phases qui ne dépendent pas de toi. Je parle des phases économiques. Et du coup, tu les subis clairement. Tu me diras, remarque, quand il y a la grève des scénaristes à Hollywood, tu subis aussi. Mais bon, bref, passons. Et du coup, donc tu subis ces phases économiques et tu peux avoir des périodes de creux qui durent très longtemps. Et déjà que c'est long d'acheter des biens immobiliers, alors quand en plus tu tapes 3 ans de crise financière pendant lesquels tu dois attendre que ça passe, autant te dire que tu serres les dents et que le temps peut paraître extrêmement long dans ces cas-là. Et je sais de quoi je parle. Là, je te partage un moment de vécu au cas où tu ne l'aurais pas compris. Donc, je trouve ça excellentissime et je veux que tu vois à quel point l'engagement est total. Parce que là, le passage que je viens de te mettre, ça corrobore un engagement total. Parce que du coup, il a dû, et on va le voir, s'adapter
aller puiser au fond de lui-même encore plus de ressources que ce qu'il lui a fallu pour venir en France, s'ajouter des difficultés, enfin bref, imagine le délire. Eh bien, c'est le même délire pour toi qui veux devenir rentier. Alors, je ne veux pas saper tes objectifs, c'est réalisable, mais il ne faut pas que tu aies peur de retrousser tes manches. Voilà. Vous avez quitté la France, vous étiez le roi de la piste, vous remplissiez partout, vous arrivez à New York, on vous connaît pas, vous parlez pas très bien la langue, Non, on vous reconnaît pas dans la rue. rien, jamais. En fait, je crois que finalement, le succès, et j'en suis super heureux et reconnaissant du public, le succès vous apporte beaucoup de force, de confiance, mais quelque part, il peut vous piéger. J'avais peur quelque part de Vous endormir ? de m'installer, d'être dans le confort, dans tous les sens du terme. L'idée, c'était surtout de se dire, j'ai envie de me mettre en danger, j'ai envie d'être excité, en fait. J'ai envie d'avoir peur, j'ai envie de me faire mal au ventre, j'ai envie de recommencer, j'ai envie zéro. et j'ai envie de découvrir ce que c'est qu'un public qui n'a jamais entendu parler de moi. Parfois, aux États-Unis, on me présente des gens et ils me disent, vous faites quoi dans la vie? J'adore ça. Ça me fait penser à cette question, à ce commentaire de haters que je vois tout le temps sous certaines de mes vidéos. Ouais, mais si t'étais riche, pourquoi tu continues? Alors pourquoi lui, il a tout arrêté? Et ces derniers temps, tu vois, il y a une réponse qui me vient de plus en plus et qui m'amuse beaucoup, que tu m'entendras dire, je pense. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. Et c'est une question qu'il faut que tu te poses. En fait, t'es né. Bah, c'est bon, t'as vu ce que c'était la vie, alors pourquoi tu t'arrêtes pas de vivre? C'est un peu la même question, tu vois. C'est pourquoi tu continues si t'es riche? Mais en fait, c'est quoi le sens de la vie? On peut aller plus loin que ça. T'as la réponse, en fait? Qui a la réponse à ça? Et à quel moment quelqu'un de sain d'esprit peut se dire ça y est, j'ai tout fait, j'ai tout vu, j'ai tout entendu? Mais t'imagines le délire? T'imagines la suffisance? Alors qu'après, quand tu vas atteindre certains paliers, tu prennes du temps pour toi, tu profites, tu célèbres les victoires, c'est une chose. Mais ce qu'il faut comprendre dans la démarche de Gad Elmaleh et ce qu'il essaye de dire, en tout cas, ce que moi j'en comprends, parce que ce qui peut être aussi intéressant, c'est que tu y comprennes autre chose. Mais quand il dit, voilà, moi j'adore ça, qu'on dise qu'on ne me connaisse pas, il y a le challenge qui se remet sur la table direct. Pour moi, en tout cas, ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'il a cette manière de voir les choses qui consiste à se dire, je suis arrivé à un endroit, mais il existe d'autres endroits. C'est pas parce que j'ai fait tout ça et que tout ça, ça représente beaucoup pour la France, que la France, c'est le centre du monde et que je suis arrivé to top of the world, tu vois, pour reprendre une phrase en anglais, puisque du coup, il est parti aux États-Unis, tu as compris la référence. Bref, c'était pas de l'humour, un petit peu quand même. Bref, je m'égare. Ce qui est hyper intéressant, c'est ça. C'est de bien comprendre qu'en fait, qui que tu sois, dès l'instant que tu vas commencer à te fixer des objectifs, que tu vas atteindre ces objectifs, tu vas te refixer de nouveaux objectifs parce que naturellement, mais même je ne devrais même pas employer ce terme, je devrais dire humainement, tu vas vouloir savoir, est-ce que je ne pourrais pas finalement faire ça? Et puis si j'ai fait ça, je ne peux pas finalement essayer de faire ce truc-là parce que j'ai vu un gars qui l'avait fait. Pourquoi je continue l'immobilier? Et j'ai envie de prendre le temps de répondre à la question. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que j'arrive à acheter des biens de plus en plus gros, je découvre de nouveaux marchés. Ces nouveaux marchés me plaisent de plus en plus. Du coup, je m'ouvre à de nouvelles perspectives avec lesquelles je me dis, mais attends, il y a des gars qui évoluent là, mais moi je peux évoluer avec eux. Tu te rends compte qu'il y a des gens que tu connais qui sont dans ces business. Tu te dis, mais moi je suis capable de le faire puisque lui il le fait. Ok, comment je rentre et comment je fais finalement pour aller chercher peut-être de nouvelles choses et peut-être découvrir aussi à mon tour des business auxquels personne n'aurait pensé. Et finalement, lui, c'est pareil avec l'humour. Il est dans une découverte perpétuelle. Et lorsqu'il a atteint un point, il se rend compte qu'il y a d'autres points qui sont atteignables. Et finalement, il a du temps, la connaissance pour agir. Alors, non, tu vas voir. Rectification. Il n'a pas la connaissance. Il a une connaissance. Mais d'avoir une connaissance, ça ne fait pas avoir la connaissance. Et personne n'obtiendra jamais d'ailleurs la connaissance. Par exemple, en ce qui me concerne, je n'ai pas la connaissance de l'immobilier. Je connais le marché immobilier français. Demain, peut-être que je connaîtrai un nouveau marché et j'aurai la connaissance de 2 marchés immobiliers. Mais il y a combien de marchés immobiliers dans le monde? Je n'ai pas la connaissance de l'immobilier mondial. Ça n'est pas vrai. Et personne ne l'a. Au mieux, tu vas connaître 4-5 pays, j'imagine, pour les plus gros investisseurs internationaux. Et encore, à discuter. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est de se dire, elle est où la limite? Et pourquoi finalement je n'explorerai pas d'autres pays, d'autres cultures, d'autres façons de faire? Et
ce qui est encore plus intéressant de se demander, c'est est-ce que si j'apprends par exemple à investir dans un autre pays, les notions que je vais acquérir ne me permettraient pas peut-être d'optimiser mieux ce que j'ai déjà construit dans mon pays d'origine. Bon, en l'occurrence la France, mais tu vois ce que je veux dire. Et c'est pareil pour l'humour. Et c'est pareil pour tous les domaines de la vie en fait. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il le voit comme un challenge, mais c'est aussi une découverte. Et ça ne l'a pas effrayé, le manque de connaissances qu'il avait, tout en s'appuyant sur les connaissances qu'il avait déjà acquises dans le domaine dans lequel il excelle en France. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que c'est un humoriste qui veut faire de l'humour aux États-Unis. Il connaît son métier, mais il y a une nouvelle donnée dans le problème, c'est la langue qui change tout avec la culture d'ailleurs. La langue et la culture, ce qui n'est quand même pas négligeable parce que la culture américaine est très différente de la culture française. Ça veut dire, ou plutôt ça implique, que les blagues qui marchent en France ne marcheront pas aux États-Unis. Ce qui veut dire qu'il connaît les mécanismes, donc il a les bases, il a les fondamentaux, il connaît les mécanismes et les bases, mais les accroches, l'écriture qu'il a actuellement et la manière qu'il a d'écrire ne correspondent pas à son nouveau public, en tout cas au public qui cible. Est-ce que tu réalises le courage et la masse de travail qu'il faut pour se lancer dans ce type d'entreprise, si je peux qualifier ça d'entreprise, je dirais dans ce type de challenge? C'est colossal, impressionnant et avec les quelques minutes qui nous restent avec Gad Elmaleh, tu vas voir, il y a encore plein de choses à apprendre. Un jour, un journaliste américain m'a dit un truc super touchant, assez drôle. Il me dit, c'est comme si tu avais gagné Roland-Garros et tu lèves la coupe et là, tu fais une conférence de presse et tu dis, ok, demain, j'attaque avec la main gauche. Je vais te demander quelque chose. Ça va durer quelques minutes. S'il te plaît, fais l'exercice. Ça serait vraiment intéressant parce que ce qu'il vient de dire, c'est clairement la meilleure image possible pour comprendre de quoi il est question. Donc, si tu es gaucher et que tu m'écoutes, pendant 3 jours, tu essayes d'écrire de la main droite, tu joues le jeu. Pas à ton travail, d'accord, mais le soir, etc., tu essayes de faire une page d'écriture complète pendant 3 jours. Et tu regardes si ton écriture s'améliore. Ça va te donner une idée du travail que ça représente pour changer de main. Et à l'inverse, si tu es droitier, tu fais la même chose de la main gauche pendant 3 jours. Fais-le, s'il te plaît. Après, tu feras comme tu veux, mais c'est intéressant, tu vois, de ne pas toujours être dans l'écoute, mais de faire des expériences. C'est une expérience très simple, mais vraiment très simple. Moi, c'est quelque chose. Alors, comment dirais-je, je vais pas rentrer dans le détail, mais sur ces sujets-là, j'ai une particularité et c'est pas la question. Mais ce qui est hyper intéressant et ce que je veux que tu entendes, c'est que l'image que le journaliste américain lui a donnée, c'est exactement ce dont il est question. Tu sais écrire, donc tu as les mécanismes de l'écriture de la main droite. Si tu dois changer de main, tu vas réaliser que tu as tous les mécanismes en tête, mais juste ce détail. Ça te montre la masse de travail qu'il faut pour arriver à maîtriser de la même manière une habitude que tu as depuis X années. Et ça te montre à quel point on a des choses à apprendre basiques, et à quel point on ne sait rien aussi. Et moi, je le sais que je ne sais rien. J'ai tout à apprendre. La France est un tout petit pays. On n'est absolument pas le centre du monde, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'on imagine, les Français, on a tendance à vraiment avoir une très haute opinion de nous-mêmes. Je suis français, je sais de quoi je parle. Et d'ailleurs, je le sais d'autant mieux qu'un jour, j'ai fait une réflexion à un pote qui m'a fait réaliser que c'était vraiment vrai. C'est même à notre insu, je pense. Et je crois que la démarche de Gad Elmaleh, elle devrait tous nous apprendre, je dirais, la modestie et aussi nous apprendre que on a quand même beaucoup de choses à apprendre et de positions à revoir. On n'est plus, en tout cas, à mon sens, dans les meilleurs pays du monde. On a beaucoup de choses à remettre en place, à réapprendre, à réaborder sous des angles différents. Et je pense que des démarches comme celle-ci, qui consistent simplement à changer de main, ça nous montre l'humilité qui consiste à se dire « Oui, je sais des choses, mais c'est pas parce que je sais des choses que je maîtrise tout. Donc je suis certain que tu sais écrire et je suis certain que si tu changes de main, tu ne sauras plus écrire. » Première fois, vous avez pris votre billet d'avion, vous vous êtes dit quoi dans votre tête? Je vais faire rire là-bas? La première fois que j'ai pris mon billet d'avion et que je me suis dit, allez, let's go, tu vas à New York, on m'avait booké un passage dans un comedy club au pire endroit de la programmation, parce que quand on vous connaît pas, on vous met soit au moment où les gens payent l'addition parce que tout le monde bouffe et boit des coups dans ces lieux, soit en tout premier, ce qui est pas génial. Et je fais pour la première fois un bide, mais retentissant. Le mec écorche mon nom, j'arrache
2-3 rires sur 15 minutes. Et des traductions de vannes du français à l'anglais qui marchent pas du tout. Ça m'a secoué. Je me rappelle cette nuit, je suis rentré à l'hôtel. Je me suis commandé du vin rouge. Tout seul. Seul. Ah ouais, tout seul. Regardez passer les voitures comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et je suis retourné le lendemain. Et le surlendemain. Et ça prenait. Et ça commençait à prendre. Et ça, c'était un feeling incroyable. Personne ne me connaît là-bas. Très peu. Est-ce que tu y serais retourné? Est-ce que, après un bide monumental, tu serais remonté sur scène le lendemain, le surlendemain, le surlendemain, et tous les jours, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça marche? Combien de temps tu aurais réellement tenu? Combien de personnes seraient retournées dans leur pays, récupérer leur public et auraient oublié cette soirée catastrophique? Je ne pense pas que, tant que tu ne l'as pas vécu en tout cas, tu ne puisses réaliser la force de caractère qu'il faut pour faire face à ce genre de situation. Moi, il y a un truc aujourd'hui, quand moi je suis comme toi, tu vois, je veux quand même que tu le saches, j'écoute des podcasts, j'écoute de temps en temps, alors j'ai peu de temps, hein, mais j'écoute un peu, tu vois, notamment, tu vois, j'ai pas de problème à le dire, j'écoute les darons du biz, par exemple, dans l'émission dans laquelle je suis passé il n'y a pas longtemps, j'aime beaucoup cette émission, j'écoute d'autres podcasts quand j'ai le temps. Et quand j'écoute des entrepreneurs, il y a un truc toujours, quand j'écoute un entrepreneur, il y a un truc auquel je suis très attaché. Et tu vois, Gad Elmaleh, je vais être tout à fait franc avec toi, je ne l'aimais pas jusqu'à maintenant. En fait, j'ai tendance à aimer les gens qu'à partir de là, ou en tout cas à les considérer, c'est peut-être le meilleur terme. Je considère les gens qui ont eu des échecs en fait. J'ai besoin d'écouter des gens qui ont eu de gros échecs dans leur vie, de grosses difficultés. Parce que pour moi, par exemple, un entrepreneur qui réussit tout le temps, tant mieux, hein, je suis très content pour lui et je ne lui souhaite pas d'avoir d'échecs, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en fait, il y a quand même une part de moi qui se dit, oui, bon, tu as toujours réussi, c'est très bien, mais en fait, tant que tu n'as pas tapé dans tes tripes, je ne suis pas certain que tu saches toi-même qui tu es. Alors je vais te dire autrement parce que je veux que tu l'entendes, c'est vraiment important. Je pense que dans la vie de tout le monde, il doit y avoir des moments difficiles, on doit tous subir des échecs à répétition. C'est pour ça que moi, j'aime bien partager mes échecs avec toi parce que je trouve que c'est important que tu entendes déjà que je me plante et que je fais, tu vois, j'en parle beaucoup du mauvais investissement que j'ai fait il y a un an et demi, je ne sais même plus. Voilà, là, tu vois, pour tout te dire, il me reste encore 2 ans à tirer avant de pouvoir le vendre et après, on verra si on le vend ou pas. On verra en fonction de là où on en est. Autant on prendra d'autres décisions à ce moment-là. Donc, j'ai besoin de partager ça parce que je pense que tu vois la capacité que va avoir une personne à gérer une situation difficile si cette personne, elle est fiable ou pas. Combien il y a de personnes qui vont foirer un truc et qui vont passer à autre chose, qui vont changer complètement de carrière. Mais ça n'a aucun sens en fait. C'est parce que c'est difficile que je veux voir si tu restes. Là, si dans la difficulté, je te vois debout, en train d'affronter, fier et malgré tout ce que tu te prends dans la gueule, tu continues à rester droit et avec honneur et fierté, à essayer d'affronter, d'avancer malgré la difficulté, là j'aurai de l'estime pour toi parce que je me dirais, voilà, le gars, il a réussi, il s'est planté, il s'est relevé, il a fait face et maintenant il a obtenu le trophée. Alors c'est une image, tu vois, mais il est arrivé à son objectif, j'en sais rien, enfin peu importe, tu comprends l'image. C'est hyper important pour moi que quelqu'un ait eu des difficultés parce que les entrepreneurs qui réussissent tous en difficulté, je suis désolé de te le dire, mais ça ne veut rien dire en fait. Comme je le dis souvent, et comme je le dis dans mon bouquin Survivre à une crise financière, tu tapes crise financière sur Amazon avec ou sans accent, il apparaît en première page. Quand tout va bien, en fait, quand il y a de la croissance, quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mauvais entrepreneur, il n'y a pas de mauvais manager en fait. Et c'est que quand tout va mal qu'on voit les gens qui sont vraiment bons en fait. C'est que là en fait que tu vois la réelle valeur des gens. Parce que quand tout va bien, c'est facile pour tout le monde en fait. Demain, je te mets à la tête de mon entreprise qui aujourd'hui tourne, tu la feras tourner. Et même si tu es un peu idiot, elle continuera à tourner parce que depuis X années, ça a été bien géré. Donc, il n'y a rien quoi en fait. Il n'y a pas de prestige à réussir dans ces conditions, tu vois. On ne peut pas dire ce mec est un héros, il a fait ceci ou il a fait cela. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a un scénario universel auquel on adhère tous. C'est la caverne, l'allégorie de la caverne. Et tu vois bien que dans cette allégorie, il y a un passage à vide où le héros va chercher finalement un espèce de maître ou quelqu'un qui va l'accompagner pour atteindre l'objectif qui s'est fixé et qu'il vient se faire aider au moment où il est le plus bas. Parce que moi en tout cas, j'ai besoin de voir des gens qui se sont viandés
et j'ai besoin de voir comment ils ont réagi dans cette situation parce que c'est révélateur de leur personnalité et de leur capacité réelle à entreprendre, à gérer, enfin tout ce que tu veux, à être un artiste comme Gad Elmaleh, etc. Et là, comme ce qu'il est en train de te raconter, c'est exactement la seule chose que je ne peux que te montrer, mais pas t'apprendre, que tu dois avoir pour atteindre tes rêves dont je parlais tout à l'heure. Et ça, en fait, soit tu le comprends et tu l'appliques, soit si tu le comprends pas, bosse quoi. Enfin, je sais pas quoi te dire. Enfin, débrouille-toi pour l'acquérir. Patrick Magnéto. Je me rappelle un jour, j'ai atterri à Dallas, première fois de ma vie au Texas. Putain, je regarde. Je vais vous prendre un taxi, j'entends un accent un peu « Welcome to Texas ». Je dis, je connais cet accent. C'était un Marocain. Ah, je l'ai pas lâché pendant 3 jours. J'ai dit, tu vas rester avec moi parce que j'avais besoin, quoi. J'avais besoin de me retremper dans quelque chose de connu, finalement, quoi. C'est un sentiment extrêmement réel qu'il est en train de décrire ici. Quand tu es dans la difficulté, tu vas chercher du réconfort vers la familiarité, vers les choses qui te sont familières. Ça fait du bien, le retour aux sources. Tu connais ces expressions et ça te montre à quel point c'est important d'être entouré. Alors bien évidemment, je sais qu'il y a des personnes qui sont moins bien entourées de leur famille, etc. Il y a des gens qui vont aussi reprocher parfois à leur famille de ne pas comprendre ce qu'ils font. Là, je vais faire un parallèle avec, par exemple, l'investissement. Parfois, tu te vas te sentir seul. Tu voudrais parler de l'investissement avec les membres de ta famille, mais tu ne peux pas parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'après, au bout d'un moment, tu vas rentrer dans des chiffres aussi que tu ne peux pas partager. Parce que parfois, tu ne vas pas forcément avoir un énorme patrimoine, mais que pour les gens, c'est énorme. Et toi, tu sais qu'en fait, avec ton patrimoine, tu ne fais pas du fric de fou, mais bon, tu gagnes ta vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu gagnes de l'argent, c'est suffisamment gros pour impressionner les gens, mais toi qui es à l'intérieur, ça ne t'impressionne pas vraiment. Tu sais que tu peux aller plus loin. D'ailleurs, ça fait un peu écho à ce que je disais au début de cette émission. C'est pour ça qu'en fait, finalement, on continue, on ne s'arrête jamais, parce que tu te dis, j'ai fait ça, c'est bien, mais je gagne de l'argent, mais pas comme je l'imaginais. Donc, du coup, j'en veux plus. Enfin, bref. Du coup, tu ne peux pas vraiment en parler aux gens autour de toi et tu vas ressentir cette espèce de malaise vis-à-vis de l'incompréhension de ton entourage. Et j'ai un conseil à te donner, si ton entourage ne comprend pas ou tu n'es pas à l'aise pour parler avec eux de ça, bien ne leur en parle pas en fait. Ça va te faire quelque chose. Et je sais de quoi je te parle parce que nous, sur la fin, on ne pouvait plus en parler avec notre famille proche parce qu'ils ne comprenaient plus. Et puis après, voilà, il s'est passé des choses qui font qu'aujourd'hui, la question ne se pose même plus. Bref, passons. Mais le truc, c'est que ce que je veux te dire, c'est que l'idéal finalement, et avec le recul, je m'en rends compte, c'est que tu leur en parles pas en fait. C'est que tu compartitionnes quelque part ta vie. Et je sais, encore une fois, je suis désolé, je me répète, mais je sais que tu aurais envie de leur en parler, mais compartitionne avec eux, parle de ce que eux ils aiment et profite de ces moments pour justement te ressourcer. Et c'est là où je fais le lien avec ce que disait Gad Elmaleh. C'est ton moment où tu te ressources, donc profites-en comme tel et crée-toi un groupe d'investisseurs ou de personnes avec qui tu vas pouvoir parler de ces sujets qui te tiennent à cœur, comme l'investissement, l'argent, etc. Et dans ta tête, voilà, c'est comme ça, c'est organisé de cette manière. C'est certes un petit peu, je dirais, voilà, c'est pas comme on voudrait. J'allais dire bancal. J'ai pas envie d'employer ce terme parce que ça donne un côté péjoratif à la situation que je n'accepte pas. Il faut juste l'accepter en fait. On est tous différents. La différence, ça fait partie de la vie. Heureusement d'ailleurs qu'on est différents parce que sinon, et j'en suis certain aussi, la vie elle serait très triste si on était tous identiques. T'as des gens que ça les intéresse pas l'investissement. Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, je peux t'en témoigner. Tu vois bien que j'en parle. On ne peut pas dire que j'en parle peu, je ne parle que ça à longueur de journée, je ne fais que ça, produire du contenu pour des investisseurs. Et j'essaye de rameuter et de ramener le plus de monde parce que moi je pense et je crois que tout le monde devrait investir pour plein de raisons. Parce que tu n'auras pas de retraite, parce que quand tu vas avancer dans l'âge, tu auras toujours besoin de plus d'argent pour tes enfants, etc. Ou si tu es déjà dans ces âges-là, tu t'en rends compte, tu as besoin de plus d'argent, donc il te faut trouver des solutions. Donc c'est une solution. Bref, tu as compris le truc. Et je peux te le dire, je le vois. Il y a des personnes, ils ne veulent pas l'entendre. Ils sont dans un schéma où ils sont hermétiques à tout ça et ils voient la vie d'une manière très simple. Ils veulent en profiter. Et qu'est-ce que tu veux leur dire ? Faites-le. Le seul truc, c'est que ces gens-là, à rebours, plus tard, à 50, 60 parfois, 60 ans, parfois révolus, passés, ils vont venir te voir, ils vont te dire « Comment t'as fait ?» Tu vas les aider, mais tu vas leur dire au bout d'un moment, bon, c'est un peu tard, tu vas devoir reprendre le truc sous un autre angle, tu as moins de temps, tu es un peu plus pressé, c'est toujours réalisable, mais c'est dommage, tu es passé à côté de vraiment quelque chose de bien.
Et ça, malheureusement, c'est la vie, tu dois l'accepter. Et l'idéal, comme il le dit, c'est de prendre les choses sous l'angle qui correspond le mieux à la situation. Et quand tu es avec tes proches, tu te ressources. Et s'ils ne sont pas ouverts à ton projet ou à le choix que tu as fait dans ta vie, essaye d'aller au-delà. Ça n'est absolument pas grave. L'important, c'est de passer un bon moment. Et crois-moi, on peut passer des bons moments avec tout le monde dans la mesure où on est là pour passer un bon moment et où on n'aborde pas ces sujets-là. Et tu sais quoi ? Moi, je n'hésite plus du tout à le faire. Quand je suis avec des gens qui ne veulent pas parler de ça, on ne parle pas de ça. Et quand ils commencent à m'en parler, parce que quand tu ne veux pas parler de quelque chose, les gens veulent t'en parler. Mais je leur dis non, écoute, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le lieu. Parce que tu le vois, les gens avec qui tu peux en parler et les gens avec qui tu ne peux pas en parler. Bref, tu as compris l'idée. Se ressourcer, c'est important. Et compartitionne ta vie, accepte finalement la différence même de tes proches. Et tu verras, dans ces conditions-là, ça va se passer nickel. Je me rappelle d'un soir où je suis à la Nouvelle-Orléans. Je dois jouer mon show et on n'arrive pas à vendre des billets. On en a vendu peut-être 4 sur une salle de 200 places. Et je vous jure que j'ai été chercher le public. Et à l'hôtel, je demandais à des gens s'ils voulaient voir un spectacle, les chauffeurs Uber, des mecs de la sécurité de l'hôtel. C'est exactement comme ça que j'ai fait quand j'ai démarré en France. Et pourquoi s'imposer ça alors qu'il suffit que vous produisiez en France et que vous remplissez un Zénith ? Parce que ce qui compte, c'est pas uniquement de remplir. Parce que le spectacle que tu vas faire cette soirée-là, ce soir-là, il va t'apprendre tellement plus de choses, quoi. Il y a eu des soirs où je vous promets que obtenir des rires d'un public qui n'a jamais entendu parler de vous, qui sait pas d'où vous sortez, c'est comparable, je pense, à ce qui arrive rarement, malheureusement, mais c'est comparable à une femme qui tomberait folle amoureuse de vous sans savoir que vous êtes connu. Bon, alors là, sa référence, elle est purement liée à sa situation. Et c'est vrai que la notoriété amène une problématique qui est différente d'une personne qui n'a pas de notoriété vis-à-vis de l'amour. Et du coup, l'humour est lui aussi influencé par la notoriété. Et ce qu'il sous-entend, parce qu'il faut le comprendre aussi, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète en filigrane, c'est que non seulement les Américains n'avaient jamais entendu parler de lui, mais en plus il parle pas la langue, c'est pas sa langue maternelle, c'est pas sa langue originelle. Et donc réussir à faire rire ce public-là, c'est d'autant plus impressionnant et valorisant pour lui que de faire rire un public français qui a la même culture et les mêmes références, qui ne manifeste pas, non c'est pas le bon terme, qui ne matérialise pas, voilà c'est plutôt celui-là le terme, ça ne matérialise pas tout le travail qui a été abattu par Gad Elmaleh. Et alors là, je te le dis comme je le pense, c'est la preuve irréfutable qu'il y a le talent, mais il y a le travail. C'est-à-dire ce sont deux choses qui s'accumulent, qui se cumulent, vois ça comme tu as envie, peu importe. Mais elles sont en corrélation, parce que pour arriver, je pense que Gad Elmaleh a un talent d'humoriste indéniable, mais pour arriver à faire le switch français-anglais, il n'y a que le travail. Après, le talent, il l'avait au départ, certes, mais il y a une masse de travail qui est culturelle et linguistique que tu ne peux pas nier en fait. Donc à partir de là, tu comprends que, et c'est ce qui m'intéresse dans cette émission, nous pouvons tous faire ce que nous voulons. Et je vais même aller plus loin que ça, nous pouvons tous vivre notre rêve. Donc, arrête de rêver, commence à travailler sur ton rêve et réalise-le comme Gad Elmaleh. Parce qu'encore une fois, réfléchis à tout ça, réfléchis quelques secondes juste à ce qu'il vient de dire, réfléchis au processus de Gad Elmaleh qui part de France, qui est humoriste français, qui va aux États-Unis, à ce qu'il a dû faire simplement pour créer ce nouveau spectacle en américain. Et tu vas comprendre que ce que je te dis, c'est la vérité, ça n'est que du travail. Le talent, il l'avait, mais là, c'est du travail pur. Donc, je comprends que pour lui, ça signifie quelque chose, ça soit quelque chose de plus impactant encore que la réussite qu'il a pu avoir en France. Et je te souhaite de te lancer dans la même folle aventure. Et l'anglais, comment vous avez fait ? Mais moi, je pensais que je savais parler l'anglais avant d'être obligé de le parler toute la journée. Sous ma douche, j'étais au top. Avec les copains, j'étais au top en écoutant une chanson dans ma bagnole. Mais le jour où tu te retrouves avec un micro et que eux, ils s'en foutent de savoir que t'as pas les mots qui te viennent tout de suite, ils veulent rire. Et là, tu te dis, ok, il va falloir bosser fort parce qu'on est tous pareils. Parce que toi aussi, tu crois que tu parles anglais, mais quand tu es confronté à la réalité, tu dis, je parle anglais, oui, enfin, je le parle like a French guy, quoi.
Et ça corrobore ce que je te disais tout à l'heure. C'est juste que là, je crois qu'il faut rajouter, et c'est juste une piqûre de rappel, ça ne va pas durer longtemps, rajoute par-dessus cette situation l'échec du départ. C'est-à-dire qu'il a accumulé l'échec et la difficulté de la langue, plus les non-références culturelles, et demande-toi si dans ces conditions, tu aurais tenu bon. Et c'est là, et à ce stade, je pense que tu es d'accord avec moi, il y a beaucoup de gens qui auraient lâché l'affaire. Et ça m'amène à cette conclusion, qui n'est pas la conclusion de l'émission, mais qui est une conclusion que je veux te donner, que tu sais, que je te répète tout le temps. La capacité à ne jamais lâcher l'affaire, c'est une vraie capacité en business. C'est sans doute une des plus importantes. Si tu veux réussir dans l'investissement, dans l'artistique, dans quoi que ce soit dans la vie, ne lâche jamais l'affaire. Tu te mets dans quelque chose et tu y restes quoi qu'il arrive. Tu n'abandonnes jamais. L'abandon n'est pas une option. Ça n'existe pas. Vous avez commencé des petites salles, puis après, ça a grossi, tout doucement. Passé dans les salles à 200, 300, jusqu'à... L'été dernier, et c'était 13 000 personnes. C'était aussi fort que votre première Olympia? Non, je pense que ce qui m'a rappelé mon premier Olympia, c'est Carnegie Hall. Je crois que le soir où j'ai fait Carnegie Hall, j'ai eu un track qui ressemblait à celui que j'ai eu à mon premier Olympia. Vous avez pensé à Piaf? Je pensais à Frank Sinatra. J'étais vachement ému. Vos parents étaient là? Ils étaient au Carnegie Hall, oui. Et ma mère m'a dit un truc très touchant. Elle m'a dit, j'ai peur, mais peur comme quand j'avais peur au début, quand t'as démarré. Et vous vous souvenez du petit gamin à ce moment-là, ce soir-là? Vous vous souvenez du petit gamin qui rêvait sur la plage du Maroc? Oui. Souvent, ça m'arrive. D'ailleurs, il m'arrive souvent de penser même aux autres gamins aujourd'hui. Des gamins ici en France, ou alors des jeunes au Maroc, ou alors... Vous leur dites quoi à ces gens-là? Bougez. Ah ouais, je leur dis aller au bout. Aller au bout, mais quel que soit le domaine. Si t'es éleveur et ton rêve, c'est d'être au salon de l'agriculture l'année prochaine, tu vas y être. Et si t'habites un petit village et tu penses que ce petit village t'en a fait le tour, tu l'aimes, il t'apporte énormément, mais que tu veux aller dans la ville d'à côté parce que tu penses que quelque part tu vas te surpasser, il faut le faire. Ah ouais, vraiment. Et la boucle est bouclée. Je trouve que presque c'est lui qui finit mon podcast, tu vois. Parce que regarde, qu'est-ce que je te dis tout le temps? Déménage, c'est le truc le plus puissant qui existe sur cette planète. Déménage, change le contexte. Même si c'est pour déménager, comme il dit, dans la ville à côté, ça va changer ton contexte. C'est pas un truc difficile, ça, quand même. Tu peux essayer de le faire. Enfin, tu feras ce que tu veux. Pareil, je pense qu'il a fait tout ça pourquoi? Pour ce qu'il a ressenti au Carnegie Hall. C'est-à-dire, comme il l'a dit lui-même, c'était un truc presque indescriptible. Et d'ailleurs, le journaliste de lui-même a rebondi sur l'enfant qu'il était et lui-même a dit, mais carrément, ça a fait écho avec ma vie. Et le lien qu'il fait à la fin en se disant et en déclarant, maintenant je pense même aux enfants qui rêvent, ça montre qu'en fait il a atteint un stade où maintenant il a envie de redonner parce qu'il a bouclé son parcours, il a atteint son goal, son but, son objectif. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Alors là, j'adore encore plus que tout. Il dit, tu veux aller au salon de l'agriculture l'année prochaine? Tu seras au salon de l'agriculture l'année prochaine. Et il y a quoi dans cette phrase qui, je trouve, est excellentissime? Il y a un délai. Il y a un délai. Il a dit l'année prochaine. Parce qu'il sait que si tu te mets un délai, ça va forcément arriver. Si tu ne te mets pas de délai, il ne va rien se passer. Donc, oui, va falloir commencer à te mettre des délais. Et les délais, c'est compliqué parce que tu le sais comme moi, on ne les respecte jamais, surtout au début. Et il faut essayer de s'y tenir. Certains y arrivent mieux que d'autres, on va quand même être honnête, mais ça n'est pas simple. Et ça revient maintenant, on ne va pas tourner en boucle, je vais juste le répéter une dernière fois. Ça se cumule avec le déménagement. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut tenter des choses dans sa vie. Il faut que tu essayes, il faut que tu te cherches plus d'excuses. Il faut que tu poses des actions qui soient à ta hauteur, à ta portée. Il y a beaucoup de personnes qui tout de suite se mettent un objectif inatteignable. Du coup, il en découle une action inatteignable et du coup, ils ne font rien. Ta première action, ça doit être l'action la plus proche de toi, la plus accessible, la plus facilement réalisable. Et même si cette action, elle te donne le sentiment de ne pas faire le moindre pas vers l'objectif final, c'est-à-dire que tu as l'impression que ce que tu vas faire, c'est tellement petit que ça ne sert à rien. Et c'est pas vrai en fait. Ça, il faut que tu te l'enlèves de la tête aussi. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais bon, si je fais ça, ça va changer quoi ?»
Mais ça change qu'en fait, tu as fait un premier pas en fait. Et ça change tout. Parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que rien, mais alors je dis bien rien, ne s'est fait en quelques jours. Là, aujourd'hui, on voit Gad Elmaleh. Moi, j'ai l'impression effectivement que c'était hier qu'il est parti de France. Je me rappelle encore quand il a déclaré qu'il partait aux États-Unis. Sauf que ça fait déjà, je crois, une dizaine d'années. Ça passe tellement vite. Et en fait, quand tu le revois arriver et qu'il te dit, ça y est, j'ai rempli le Carnegie Hall, tu dis, ouais, c'est bon, je peux le faire moi aussi. Mais il a mis 10 ans, bordel. 10 ans. Alors, j'ai peut-être un problème de date sur ce coup-là. Et je te laisserai rechercher ou me faire savoir si je me suis planté. Mais ce n'est pas le propos, en fait. Le propos, c'est commence par faire quelque chose. La plupart des gens ne font jamais rien. Et en plus, ils ont un avis. Alors ça, c'est encore pire. Essaye d'éviter d'avoir des avis ou de juger parce que l'un comme l'autre, ça te tue, quoi, en fait. Ça t'empoisonne. Et ça, c'est vraiment le pire. Mais en tout cas, voilà, retrouve ton rêve d'enfant, connecte-toi à ce rêve et avance vers ce rêve. Et encore une fois, comme je l'ai dit au début, c'est hyper important, mais peu importe les projets, tout part d'un rêve en fait. Et après, c'est sûr qu'il y a le rêve, il y a la réalité, il y a ce qu'on peut faire, il y a ce qu'on fera. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut quand même dire, il faut quand même le préciser, tout le monde ne réussit pas. La vie, c'est aussi beaucoup d'échecs c'est beaucoup d'appelés pour peu d'élus, c'est beaucoup d'échecs pour peu de réussites. Donc, il faut aussi quand même se dire que parfois, on n'atteint pas exactement le but qu'on s'était fixé, mais on atteint un point qui, somme toute, est déjà honorable. Et comme je dis des fois à ma fille, l'important, c'est de participer, c'est d'avoir agi au maximum de tes capacités. Souvent, je dis ça à ma fille, je lui dis, quand tu participes à quelque chose, si tu te donnes à fond et que tu échoues, personne ne t'en voudra jamais. Par contre, quand tu participes à quelque chose et que tu le fais par-dessus la jambe, que tu t'en fiches et qu'en plus, tu as des mauvais résultats, là, on va t'en vouloir parce que tu t'es pas donné en fait. Donc, quoi que tu fasses, tu le fais à fond, t'abandonnes jamais et puis tu verras là où tu arrives. Mais dans tous les cas, si tu passes à l'action, si tu poursuis tes rêves et que tu fais quelque chose qui te plaît ou en tout cas qui te passionne, il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas sur en tout cas quelque chose proche de ce que tu voulais. Le mot de la fin sera très simple. Donc, cette émission, c'est une émission que tu peux retrouver sur YouTube qui s'appelle Gad Elmaleh, la désillusion du rêve américain. Et il y a écrit, sur la vignette de la vidéo, il y a écrit « Le succès peut vous piéger ». J'avais trouvé le titre hyper intéressant. J'ai pas trop compris le pourquoi du comment du titre « La désillusion de son rêve américain » puisque pour moi, de mon opinion à moi, il a réussi son rêve américain, mais ça reste que mon opinion. Mais en tout cas, je voudrais quand même te toucher un mot là-dessus parce que je pensais parler de ça dans ce podcast et effectivement quand j'ai écouté l'émission, mais en fait ça n'en traite pas du tout, donc je voulais terminer avec ça. Il faut quand même le dire, le succès peut te piéger, c'est-à-dire que tu peux très bien finalement de réussir dans le projet que tu vas lancer et t'enfermer dans ce projet parce que ça arrive. Par exemple, je pense que dans l'investissement immobilier, il y a des gens qui s'enferment. Je veux dire par là qu'ils ne pensent, ils ne mangent, ils ne vivent plus que pour leur passion de l'investissement. Mais c'est pareil pour d'autres sujets de la vie. Et en s'enfermant là-dedans, ils passent aussi à côté de la vie. C'est quelque chose, moi en tout cas, je ne me suis pas enfermé là-dedans. Mais par contre, à un moment donné de ma vie, je n'ai jamais célébré, je n'ai jamais fêté mes victoires. Et c'est quelque chose que je partage allègrement parce que c'est une erreur de ma part. Je pense, pendant une période, pas suffisamment fait plaisir. Je veux dire, après un acte, je n'allais pas dans un resto. Enfin, je ne signifiais pas mes victoires. Et je pense que c'était une erreur parce qu'en fait, ça permet quand même de se dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, on est quand même content. Ça nous fait un shot de dopamine aussi, ça nous donne envie de recommencer. Le cerveau, ça reste, une organe assez préhistorique. Quand tu le récompenses, il va se battre pour réavoir la même récompense. Et donc, c'est vrai que indépendamment de ce qu'on peut penser, je pense que c'est assez vrai que le succès peut te piéger de différentes manières d'ailleurs, parce qu'il peut te piéger aussi comme Gad Elmaleh quand il part aux États-Unis, ça peut être aussi vu comme un piège, cette démarche de toujours vouloir plus. Donc dans tous les cas, sois vigilant, la vie ça reste quelque chose de fragile dans tous les sens du terme et il faut essayer de conserver le sens des priorités. Par exemple, si tu as une famille, ta famille elle passe avant tout, quoi. Moi, je l'ai déjà dit dans un podcast, je le redis dans celui-là. Je trouve que c'était important de le préciser. C'est bien d'avoir des rêves dans la mesure où ces rêves ne détruisent pas ta vie non plus. Il faut arriver à trouver, on va dire, alors pas un juste milieu parce que je te mentirais, parce qu'en réalité, si tu veux réaliser tes rêves, il faut être déséquilibré. Je suis obligé de le dire.
Donc voilà, si tu n'es pas déséquilibré, tu ne réaliseras pas tes rêves. C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais c'est pourtant la réalité. Mais arriver quand même à des moments à se dire, bon, ben là, je vais accorder du temps à ma famille, du temps à mes proches, du temps à je ne sais pas quoi. En tout cas, je vais faire en sorte de préserver l'entourage qui m'est cher, ces personnes que j'aime autour de moi, et je vais essayer de faire en sorte qu'elles ne se sentent pas délaissées vis-à-vis de ce rêve que je poursuis. J'espère que tu auras aimé cette émission originale. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes, et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!